Bonjour, chers internautes de la Sen Info TV. Nous avons le plaisir de vous présenter ce plateau spécial 8 mars. Comme vous le savez tous, nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Sur ce, nous allons vous présenter notre invitée, Madame Aïssi Kabo. Bonjour, Madame. Bonjour, je suis Madame Kabo Aïssa Sidikou, représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Sénégal. Par rapport à la Journée internationale des droits des femmes, pouvez-vous revenir sur la place importante qu'occupe la femme dans la société africaine? Le monde entier consacre la journée du 8 mars à la femme, je dirais plus précisément aux droits des femmes. Mais de mon point de vue, on devrait avoir 365 jours consacrés à la femme. Le thème de cette année, l'égalité. L'égalité et surtout, levons-nous pour les droits des femmes. Je me dis qu'on parle beaucoup plus d'égalité de chance et de respect du genre. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions tous nous sentir concernés et surtout que nous soyons tous solidaires des droits des femmes, aussi bien la société civile que les pouvoirs publics et aussi les collectivités territoriales. Alors, la situation que traverse le genre humain dans la société traditionnelle africaine, qu'elle soit religieuse ou païenne, montre un rôle prépondérant de la femme dans la société africaine. C'est vrai que dans nos traditions, la femme est une femme responsable à part entière dans la société. Elle avait le droit de décision parce qu'elle contribuait aux prises de décision. Elle avait aussi la possibilité d'exercer des activités dans l'agriculture ou même dans le commerce. Elle participait au combat et elle était aussi le socle de la famille. Le socle de la famille, il lui revenait le devoir d'éduquer et de transmettre la tradition. Et dans les sociétés africaines traditionnelles, la femme était très écoutée, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était pour insister sur l'organisation qu'elles avaient. Je sais par exemple qu'en 1929, au Nigeria, les femmes avaient pris la décision de revenir sur des décisions qui avaient été prises par les colons. Et elles ont lutté pour que ces décisions soient revues et surtout pour que les taxes qui avaient été imposées soient annulées. Donc je pense que c'était quand même une victoire à ce stade. C'était quand même une victoire. Il se trouve que la modernisation de la société s'est accompagnée en général ou d'une industrialisation ou au moins d'une automatisation de la société avec des activités qui n'étaient pas toujours à la portée des femmes. On aboutissait à une société de marché. Donc la femme ne retrouvait plus le rôle qu'elle avait, les rôles se sont inversés et la femme était confrontée donc à des situation où elle ne pouvait accepter que des emplois précaires, des emplois qui étaient à faible revenu. C'est normal puisque la femme n'avait plus l'accès facile à l'instruction du fait des tâches ménagères qu'elle faisait. Donc cette société moderne n'a pas permis à la femme de trouver sa place et elle s'est retrouvée dans une situation où elle était confrontée à des discriminations de manière très disproportionnée et donc dans une situation de précarité. Alors aujourd'hui nous parlons de lutte pour les droits des femmes. De mon point de vue, c'est une lutte qui est légitime. Légitime dans la mesure où il s'agit tout simplement de restaurer une situation d'inégalité. C'est vrai que plusieurs accords ont été signés sur le plan international pour accompagner les femmes, mais aujourd'hui, elles ont elles-mêmes pris conscience du rôle qu'elles doivent jouer dans la société. Et les femmes africaines, aujourd'hui, dans leur diversité, sont certes confrontées à, j'allais dire, plusieurs inégalités, aussi bien dans la famille, dans la société, dans les entreprises et même sur le plan politique. Mais d'une manière générale,
elles arrivent, en tout cas plusieurs femmes arrivent aujourd'hui à dépasser un peu ces barrières psychologiques, ces barrières sociales, pour déjà avoir accès à l'éducation, avoir accès aussi à des plateformes qui leur permettent d'exprimer et leurs talents et leurs compétences. On nous parle souvent de l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce que cela vous inspire? Dans la société africaine, en Afrique subsaharienne, 50% des femmes donc, travaillent dans l'agriculture, mais il se trouve que seulement maximum 20% de ces femmes sont autonomes et sont propriétaires des terres. Alors pour cela, c'est vrai qu'il faudrait accompagner les femmes, déjà dans l'éducation, dans l'accès au crédit et aussi l'accès aux équipements agricoles. Donc investir dans l'autonomisation de la femme, c'est déjà résoudre, de mon point de vue, 3 problèmes. Déjà, c'est pour réduire la pauvreté, c'est aussi faciliter l'égalité des chances et aussi assurer une croissance inclusive du continent. Autonomiser une femme, c'est lui permettre d'avoir la possibilité de réaliser des activités en toute indépendance, de disposer des retombées de ces activités-là en toute indépendance et de contribuer ainsi au développement de son entourage. Donc on sort du cadre de l'émancipation, c'est-à-dire juste du cadre de la liberté, pour entrer dans un nouveau concept qui est plutôt la responsabilité. La femme autonome est une femme responsable. Elle a la capacité de mettre en synergie des acteurs, des biens et des services pour créer de la valeur ajoutée, une valeur ajoutée qui contribue au développement de son entourage. Aujourd'hui, plusieurs acteurs de la société civile s'impliquent dans l'autonomisation des femmes et la microfinance est un élément important qui s'est développé de manière exponentielle dans les pays africains pour justement accompagner les femmes, aussi bien pour les équipements que pour les intrants agricoles et surtout pour l'accompagnement dans le domaine technologique et dans toutes les expertises qu'elles manifestent. Au Sénégal, l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest est une association qui lutte justement pour accompagner les femmes à être beaucoup plus autonomes et donc dans la gestion de toute la chaîne de valeur. Bon, en matière des droits de femmes, pensez-vous que les droits de femmes sont-ils respectés? Quels sont les acquis et qu'est-ce qui reste à faire selon vous? De mon point de vue, en termes de droits des femmes, nous assistons à une amélioration significative de ces droits-là, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan économique ou sur le plan social. Il est vrai que déjà, au niveau des Nations Unies, plusieurs conférences ont été consacrées aux droits des femmes, dont la plus connue, peut-être pas la plus connue, mais celle qui a eu le plus d'impact, c'est la conférence de Beijing de 1995, qui a pris en charge au moins 12 thématiques concernant les droits des femmes. Alors, ces 12 thématiques concernent aussi bien la santé que l'éducation, que la violence faite aux femmes, que les droits des femmes au niveau des institutions et surtout aussi le droit de la jeune fille. Alors, toutes ces conventions, ainsi que les objectifs pour le développement durable, en particulier l'objectif 5, donc, sont en faveur de l'égalité des chances et de l'autonomisation de la femme. Ces deux concepts ont été repris par l'Union africaine dans l'agenda 2063 et ces mêmes concepts sont aussi repris par les organisations sous-régionales, l'UEMOA, la CEDEAO,
Organisations au sein desquelles les chefs d'État et de gouvernement ont adopté des actes additionnels allant dans le sens de l'égalité des chances pour les femmes, de l'éducation des femmes, de l'autonomisation des femmes. De manière plus précise, au sein de l'UEMOA, une stratégie genre a été adoptée, stratégie qui favorise l'intégration systémique du genre déjà au niveau des politiques nationales et aussi la prise en compte du genre au niveau institutionnel. La stratégie genre met également l'accent sur l'autonomisation des femmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces dispositions qui ont été prises, que ce soit au niveau international ou au niveau communautaire, sont des dispositions qui permettent d'accompagner les femmes à tous les niveaux de développement, aussi bien au sein de la famille que dans la société. Malheureusement, en termes d'application, il y a un léger décalage. Déjà parce que dans les droits nationaux, toutes les dispositions des conventions ne sont pas ratifiées dans la mesure où chaque État a la liberté donc de décider des droits qui doivent être appliqués au niveau local. Donc les difficultés que nous avons actuellement, que nous constatons au niveau des droits des femmes, c'est vraiment un problème d'application. Et c'est pourquoi il est primordial que les femmes soient elles-mêmes informées sur leurs droits, sur leurs devoirs. Il est primordial aussi que les femmes soient accompagnées par les hommes, il faut bien le dire, par les hommes. Et il est primordial aussi que les femmes soient accompagnées par les pouvoirs publics. En 2012, je pense que c'est en 2012 que ONU Femmes avait introduit un nouveau concept, le He for She, une manière de dire que les hommes devraient accompagner les femmes dans la lutte pour les droits des femmes en général. Donc, toujours pour rappeler les dispositions qui sont prises au niveau des États, en Afrique, en général, il y a 3 pays qui se sont distingués pour le respect des droits des femmes. Il y a le Sénégal, le Rwanda et l'Afrique du Sud qui sont en fait les pionniers en matière d'égalité au niveau du Parlement. Et le Sénégal, en 2012, le nombre de femmes est passé de 33 à 64, ce qui est une avancée significative dans le respect de l'égalité des chances. Par rapport à la violence faite aux femmes, quelles solutions préconisez-vous? Quand on parle de violence faite aux femmes, déjà je pense à la violence physique, la violence sexuelle, la violence morale. De mon point de vue, les femmes, c'est vrai, sont vulnérables et c'est pourquoi elles sont confrontées à toutes ces formes de violence. Pour moi, ce sont des crimes. Même quand on parle de mutilation génitale, pour moi, c'est une violence qui est faite aux femmes. Les femmes sont vulnérables déjà parce qu'elles ne sont pas assez protégées. Et il est important qu'on puisse accompagner les femmes pour qu'elles soient plus résilientes. Il est important aussi qu'au sein des familles déjà, qu'on puisse sensibiliser les membres de la famille, qu'on puisse sensibiliser le petit enfant à la violence. Pourquoi? Parce que la violence, elle est d'abord domestique. Qu'on le veuille ou pas, le constat est fait aujourd'hui, la violence, elle est d'abord au sein de la famille. Avant même d'être une violence scolaire, une violence professionnelle ou une violence publique. Donc c'est pourquoi il est important dès la petite enfance de sensibiliser les enfants, donc d'introduire ces notions dans l'éducation des enfants. Il est important aussi de sensibiliser les hommes dans la société. Et surtout, de mon point de vue, il est important que la violence ne soit plus cachée, ne soit plus tue. Il est nécessaire que l'opinion publique puisse avoir accès à toute information concernant
la violence qui est faite aux femmes pour que justement la sensibilisation puisse se faire de manière efficace. Récemment, au mois de décembre, le Sénégal a durci justement les dispositions à l'endroit des acteurs de violences faites aux femmes, ce qui est une avancée assez importante. Et de la même manière, la société et les collectivités territoriales sont sensibilisées sur l'accompagnement qu'il faudrait apporter pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Femmes africaines et leadership, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le leadership est défini comme la capacité qu'on a d'impacter sa propre vie et surtout d'influencer positivement celle des autres. Parce que la femme a naturellement ce rôle d'impact sur son environnement. Mais aujourd'hui, quand on parle de femmes leaders, on parle plus de femmes qui ont eu l'opportunité de gravir des échelons sociétaux ou des échelons professionnels qui leur permettent justement d'apporter une valeur ajoutée à leur entourage. On parle de femmes qui ont eu l'opportunité de gravir des échelons sociétaux ou professionnels. Ce sont aussi des femmes, de mon point de vue, des femmes résilientes qui ont traversé sûrement beaucoup de frustration et beaucoup d'incompréhension. Et c'est pourquoi il est important que la femme puisse déjà accéder à l'éducation. Il est important que la femme puisse s'affranchir peut-être de certaines barrières sociales pour accompagner la société, pour accompagner une masse critique. Je voudrais tout simplement donner l'exemple de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui est arrivée au pouvoir après une lutte de plus de 14 ans, qui n'a trouvé de solution que grâce à l'intervention des femmes. Donc c'est suite à cette lutte des femmes pour l'indépendance du Libéria que Mme Sirleaf a été portée au pouvoir. Alors, le changement de paradigme de la structure sociétale qui est intervenu en Afrique lors de la modernisation, j'allais dire, des sociétés africaines, a amené les femmes à se retrouver dans une situation très précaire. Donc, si aujourd'hui on parle d'égalité des droits, d'égalité de chance, comme c'est le thème pour le 8 mars de cette année, de mon point de vue, c'est juste restaurer vraiment un équilibre social. Et il est important que chaque femme soit individuellement et collectivement responsable de son destin. Il est important que les femmes soient résilientes. Il est important que les femmes soient déjà sensibilisées sur leur rôle, sur leurs devoirs et qu'elles puissent être des acteurs à part entière dans la société. Parce qu'aucune société aujourd'hui ne peut se prévaloir d'un développement ou d'une croissance quelconque sans prendre en compte la femme en tant qu'acteur à part entière.